Euh, Bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre part aujourd'hui à ce webinaire. Nous sommes heureux de vous accueillir à cette session dédiée au traitement de surface et sécurité des machines. Je suis Julie Kamokwe, chef de projet à l'UNM et secrétaire de la commission UNM 66, équipement et installation de traitement de surface et machines de fonderie sécurité. Aujourd'hui, je vais intervenir sur la partie générique de la normalisation et la partie technique sera présentée par Monsieur Philippe Bellané, président de cette commission, et je le laisse se présenter. Bonjour à tous. Je suis Philippe Bellané, je fais partie de la société ADI, je suis du directeur technique. Notre activité à nous, très rapidement, on fait de l'ingénierie sur les installations de traitement de surface, peinture. Je suis le président de la commission UNEM 66 qui gère le parc des normes françaises liées à cette activité qui est les cabines de peinture, traitement de surface. Donc voilà, en quelques mots. OK, merci Philippe. Comme je disais, l'objectif aujourd'hui pour nous, c'est de partager avec vous les principes généraux de la normalisation, comment les experts français au sein de la commission UNM 66 permettent de présenter les enjeux français, d'anticiper les évolutions techniques des produits et installations et d'influencer le contenu des normes. Et enfin, nous vous présenterons des outils pour vous informer et participer aux travaux de normalisation. Nous vous invitons à rester interactifs et à poser vos questions via le chat. Et à la fin de la présentation, nous reviendrons pour y répondre. Sans plus attendre, nous pouvons commencer. En termes de principes généraux, l'UNM, l'Union de normalisation de la mécanique, est un bureau de normalisation sectoriel par délégation d'AFNOR. Nous avons environ 115 commissions de normalisation. Environ 2500 experts participent aux commissions qui représentent environ 1000 organismes. Nous sommes certifiés ISO 9001, un parc de normes autour de 280 normes publiées par an. Et nous assurons le secrétariat de 135 instances au SEN, c'est-à-dire en Europe, et à l'ISO du côté international. Nous développons environ 5000 normes volontaires qui représentent environ 20% du parc de normes. Et en termes d'effectifs, nous sommes environ 40 collaborateurs. Un petit rappel du système français de normalisation. En chapeau, nous avons le délégué interministériel aux normes qui donne mandat à l'AFNOR et l'AFNOR répartit ses mandats au sein des bureaux de normalisation sectoriels, comme par exemple le BNG pour le gaz, le BNAE pour l'aéronautique et autres. Et dans nos commissions de normalisation, nous avons des catégories d'intérêt différentes, les fabricants, les utilisateurs, les autorités réglementaires, le support technique et même des évaluateurs. La normalisation dans le monde, elle est représentée au niveau international par des organismes tels que l'ISO et l'IEC pour les normes électriques. Et au niveau français, nous avons l'AFNOR. Et en Europe, nous avons le CEN ou le CENELEC pour le niveau, pour les normes électriques également. On parle de reprise de normes. Pour les normes ISO, nous avons des normes. La reprise est faite, elle est optionnelle. C'est-à-dire que les experts français, par exemple, autour de la table, peuvent décider de reprendre une norme purement ISO, ou nous avons des reprises au niveau du CEN sous accord de Vienne. Les experts peuvent décider, oui, nous voulons reprendre ces normes-là au niveau européen. Et toutes les normes reprises au niveau européen sont obligatoirement reprises dans la collection nationale française sous les références NF-EN ISO ou NF-EN ISO. Je vais vous présenter quelques principes en fait, puisque nous parlons aujourd'hui de normes. Il faudrait bien qu'on définisse un peu ce qu'est une norme. Une norme est un document de référence préparé par des experts qui représentent l'ensemble des acteurs d'un secteur donné au niveau français, européen ou international. Par opposition aux normes juridiques comme les décrets et les arrêtés et les lois, qui sont d'application obligatoire, c'est-à-dire la bande bleue à gauche de l'écran, euh,
La majorité des normes dont on parle aujourd'hui sont d'application volontaire. La bande verte à droite de l'écran. Elles sont élaborées par consensus, bien évidemment, dans le respect d'ouverture et de transparence. Et elles sont également mises à jour régulièrement tous les 5 ans afin de refléter l'état de l'art. Dans le jargon normatif, on parle d'examen systématique. Tendance à penser que les normes techniques sont obligatoires, ce n'est pas le cas. Les normes que nous traitons à l'UNM sont des normes qu'on appelle techniques. La plupart des normes techniques sont des normes d'application volontaire. Environ un parc de 35 000 normes sont d'application volontaire. Elles vont devenir obligatoires si elles sont inscrites dans le cadre d'une réglementation ou d'une directive. Environ 1% de normes, soit 350 normes. Comment ça marche l'élaboration d'une norme volontaire? Autour de la table, nous avons les parties prenantes. La norme, elle est élaborée par les parties prenantes et pour les parties prenantes, suivant plusieurs critères. Le principe d'ouverture. Ce sont des experts, membres de nos commissions, qui, en faisant remonter leurs besoins, souhaitent élaborer de nouvelles normes ou réviser des normes existantes. Pour avoir une réelle représentativité du marché, il est important d'avoir autour de la table le plus de monde possible. Les PME comme les grands groupes sont les bienvenus. Autre critère, le consensus. Il est obligatoire pour la publication d'une norme. C'est le principe fondamental de développement. Ce n'est pas un seul individu qui développe la norme, mais c'est tous les experts autour de la table. Troisième critère, la transparence. Une fois membre de la commission, tout expert est appelé à participer au projet en cours. Et il a accès à toutes les infos publiées par l'instance, par la commission française et par les instances qui sont suivies par cette commission. Autre principe, la mise à jour régulière. Je vous ai parlé tout à l'heure des examens systématiques qui ont lieu tous les 5 ans. Cela permet aux instances d'évaluer la pertinence de l'état de l'art de la norme, si elle répond encore aux besoins du marché. Dans ce cas, la commission décide soit de la confirmer, soit de la réviser, ou alors de l'annuler parce qu'elle n'est plus d'actualité. Quels sont les avantages de la normalisation? La normalisation est un outil de soft power stratégique parce qu'il permet d'anticiper. En faisant partie des commissions de normalisation, vous faites entendre votre voix et vous valorisez la position de votre entreprise. La normalisation permet d'innover. Les nouvelles technologies sont des sources potentielles de nouveaux sujets en normalisation. Aussi, la normalisation permet d'influencer. Et bien évidemment, vous êtes force de proposition de nouveaux projets. Un point très important, et pas des moindres, le réseau. La normalisation permet aux experts de rencontrer d'autres experts, d'élargir le réseau et éventuellement de potentiels clients. Enfin, la normalisation vous permet, bien évidemment, d'avoir accès à beaucoup d'informations, d'avoir accès aux normes publiées, d'avoir accès aux informations sur les travaux en cours si vous faites partie d'un groupe de travail. Ceci dans le cadre d'une veille. Aujourd'hui, nous allons utiliser le terme norme harmonisée. Pour faire un petit état, une norme référencée NFEN parce qu'elle est reprise parce qu'elle est développée en Europe et elle est automatiquement reprise en France, est élaborée par le CEN, qui est constitué de 34 pays environ, et après, elle est traduite en 3 langues, en anglais, en français et en allemand. Elles sont reprises en identique dans les collections nationales, en France sous la référence NF, en Allemagne sous la référence DIN, et BS pour l'Angleterre, etc. Et à la publication d'une norme, les normes contradictoires sont annulées. En Europe, nous avons également des normes harmonisées. Une norme harmonisée, qu'est-ce que c'est? C'est une norme européenne à la base qui est préparée sur demande de normalisation de la Commission européenne sous des mandats. Pendant l'élaboration, elle est vérifiée par un consultant HAS. Ensuite, elle est approuvée par le CEN
Elle est présentée à la Commission européenne pour une citation au journal officiel. Et enfin, elle donnera présomption de conformité à la directive à laquelle elle répond et portera un marquage, l'équipement portera un marquage CE. Dans le cadre de notre commission, les normes sur lesquelles nous travaillons répondent à la directive machine qui sera bientôt annulée et remplacée par le règlement machine. Je vous présente maintenant la commission de normalisation UNM 66, équipement, installation et traitement surface et machines de fonderie, sécurité. Cette commission normalise les installations d'application de séchage des peintures et vernis, les installations d'alimentation et de circulation de produits de revêtement sous pression, les installations de traitement de surface. Elle normalise également les cabines de ponçage, de métallisation, d'application par pulvérisation de produits de revêtement organique. Et enfin, des équipements d'atomisation, de pulvérisation et d'homogénéisation de produits de revêtement organique, d'équipements de traitement de surface, des séchoirs et fours de séchage pour produits de revêtement. Les parties prenantes dans cette commission, nous avons M. Philippe Belané, l'intervenant du jour. Nous avons le représentant de l'organisation professionnelle, l'UITS. En support technique, nous avons le CITIM. En porteur de politique publique, nous avons l'INRS et la CARSAT. Et en fabricant, nous avons listé quelques-uns des fabricants: Adi, Weimann Technologies, Sames, Ingitep, Herma Concept, Siemens, CMI Leti, Europa et Omia. Pour faire un bref état des lieux de la commission, elle suit des instances au niveau européen. Elle suit 3 comités techniques au niveau européen: le CNTC 202, le CNTC 271, équipement et traitement surface sécurité, et l'ISO TC 306, machine de fonderie. Et également, la commission suit les 15 groupes de travail inscrits dans ces instances-là. Comme sujet au programme à date, nous avons une franco-française qui entre en révision. Nous avons 7 normes européennes qui sont en révision actuellement, harmonisées au titre de la directive machine, 2 normes ISO reprises et une ISO pure. En termes de participation, je dirais elle est très effective parce que les experts y participent au vote, ils répondent à toutes les enquêtes et ils participent aux réunions de groupes de travail européens pour marquer leur influence également. Autour de la table, nous avons 23 experts, parmi lesquels 16 fabricants, 2 supports techniques, 3 porteurs de politique publique et les représentants des ministères. La commission suit un parc de normes total de 29 normes, dont 3 franco-françaises, 21 normes NFEN, NFEN ISO et 5 normes ISO. Je vous remercie. Je vais maintenant passer la parole à M. Philippe Belané qui vous entretiendra sur l'expertise technique de la France, qui peut être un avantage stratégique dans la révision des normes harmonisées. Il abordera également les évolutions des normes majeures du secteur de la sécurité des équipements de traitement de surface. Philippe? Oui, bon, merci. Donc, il y a plusieurs sujets qui vont être abordés. Donc, on a un peu simplifié les choses parce que dans la commission UNEM 66, ça va des normes très spécifiques pour comment on mesure le niveau sonore dans un équipement jusqu'à la définition d'une cabine avec les niveaux de sécurité. Donc, comme vous avez pu entendre, vous avez aussi les fonderies, les équipements de fonderie. Donc, grosso modo, on a récupéré cette commission-là que parce qu'il y a les grenailleuses à turbine et les cabines à jet libre de grenaillage. Autrement, en France, il n'y a plus a priori, plus personne vraiment intéressé en France. C'est ça qui est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc, dans les sujets là que ça va être abordé, c'est grosso modo les cabines de peinture, les succès. Alors, j'aime pas trop le mot succès, mais c'est le terme qui s'approprie bien. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on a pu défendre certains intérêts par rapport aux autres pays? Parce que qui dit Commission européenne dit Europe, donc chacun sa vision. La vision allemande n'est pas la même que la vision française ou italienne et autres. Donc, ça, bon, on va aborder le sujet. Euh,
pourquoi il est intéressant de participer à la rédaction des normes? Euh, Parce que on peut faire de l'influence, on peut partager, ainsi de suite. Donc, on va aborder le sujet. Et il y a un sujet relation. Alors, c'est plus une évolution de la norme à normaliser par rapport à la réglementation machine. C'est assez succinct, mais c'est juste pour lancer le sujet. Voilà. Euh, pour la page suivante. Donc là, c'est des images, mais bon, c'est pour ceux qui n'ont pas la connaissance de ce qu'est une cabine de peinture. Alors, c'est assez succinct. On aurait pu mettre plein d'images, donc c'est toujours un peu compliqué. Là, on est surtout sur des choses éléments. Donc en fait, là, non, tu peux passer parce que c'est pas. Donc il y a la cabine de peinture. On définit ce que c'est qu'une cabine de peinture. Donc je ne vais pas passer énormément de temps, mais parce qu'une cabine de peinture, c'est une enceinte ventilée où on va faire une activité de projection de pulvérisation de produits organiques. Soit on est à l'intérieur, soit on est à l'extérieur. Bon, il y a des conditions. Il y a différents types. Il y a des flux d'air horizontaux, verticaux. Donc la ventilation a plusieurs fonctions de protéger les voies respiratoires des intervenants qui travaillent dans la cabine et aussi à mettre les conditions de travail en bonne adéquation par rapport à un risque ATEX. Donc les cabines, elles sont utilisées dans différents secteurs d'activité qui sont, alors là, comme on sait, alors si personne ne le sait, ce serait dommage, mais tout est peint. Quand on dit peinture, c'est des vernis, des mastiques, des peintures. Et à ce moment-là, tout le monde est à peu près concerné. Ça va du ferroviaire à la petite pièce, des composants, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une activité extrêmement large. Euh, le traitement de surface, c'est une autre activité, ce qui se fait en général. Alors, j'aurais dû le mettre avant parce que souvent, on le fait avant. Prépare la surface avant la mise en peinture. Donc, on se retrouve aussi dans une activité avec une enceinte fermée ou pas, avec des, euh, des cuves avec des produits chimiques qu'on va soit immerger la pièce dans cette cuve-là, soit projeter le liquide sur les pièces, et ainsi de suite. Donc, on se retrouve avec des équipements plus ou moins complexes et différents. Donc là, on a plusieurs normes qui gèrent parce qu'il y a vraiment de diversité entre les équipements qui travaillent en immersion et en aspersion. Et comme vous avez compris que la préparation de surface est un point important par rapport à l'activité peinture, donc on se retrouve les mêmes secteurs d'activité. Donc c'est vraiment pour ça que tout est lié. Bon. C'est juste, après, s'il y a des questions pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une ligne de traitement de surface ou une cabine, on pourra aborder le sujet plus tard. Un peu plus loin. Euh, Spécifiquement, mais c'est cabines de peinture, mais j'aurais pu faire pareil pour les cabines de ponçage, pour les cabines de traitement de surface. En fait, on se retrouve dans la Directive Machine depuis milieu 2023. La cabine de peinture, les cabines de ponçage, ainsi de suite, rentrent dans la Directive Machine, font partie, et a été définie comme une machine à part entière. Alors, soit une quasi-machine si la cabine de peinture vient s'intégrer avec d'autres équipements dans d'autres situations, mais grosso modo, l'équipement, la cabine de peinture en tant que telle est considérée comme une machine. Donc, elle doit respecter la directive machine. C'est la seule obligation que vous ayez, c'est de respecter cette directive machine. Après, il existe des normes qui permettent d'aider à faire des choses. Donc, donc une cabine de peinture, elle doit être conçue et fabriquée selon des règlements. Donc, donc soit le constructeur est compétent et a défini une expérience et a su définir des choses et met en application, mais il respecte toujours la directive machine. Donc, il y a une certification OCE à mettre en place. Cette certification OCE, elle est soit vous faites appel à un organisme de contrôle qui va vous certifier l'installation dans la conformité de la directive machine ou lié à une norme si on veut faire référence à une norme. Mais le constructeur, le fabricant, est considéré au titre de la directive machine comme un sachant et responsable, et surtout responsable, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est une responsabilité, que la machine est conforme à ces directives machines. Donc, il a le droit aussi de certifier que sa machine est CE. Euh, Attends, est-ce que j'ai peut-être pas oublié un truc à dire? Non, je pense. Euh, donc après, bon, vous verrez, il faut que ça ait des notices, mais la notice, elle a un peu innocent, mais c'est une partie importante. C'est en fait quand on parle de notice, j'insiste là-dessus parce que c'est important. Une notice est importante à demander avec la machine. Elle permet de savoir si vous avez été correctement formé et informé. Alors si on transmet simplement que la notice sans explication, c'est des fois un peu compliqué, mais ça fait partie de la machine. C'est-à-dire qu'une machine n'est pas qu'un outil ou un élément,
Il faut savoir l'utiliser. Autrement, vous pouvez vous retrouver d'être en danger. Oui, on peut passer. Donc, dans les normes harmonisées, on en a plusieurs, et il y en a qui sont franco-françaises. Celle qui est intéressante, les normes harmonisées, c'est la 1759. C'est une norme qui gère les lignes de traitement de surface et d'anodisation. Il y en a plusieurs, hein. Il y en a une autre qui est un peu moins connue, mais qui permet de clarifier les choses qui ont été faites. C'est que euh, l'intéressant, c'est euh, quand on y va, c'est pour pouvoir améliorer certaines choses, parce que la norme, elle existe, elle a été créée, elle permet d'évoluer et elle n'est jamais parfaite. Donc, sur le moment quand vous écrivez une norme, vous avez l'impression que tout est parfait. Et en fait, c'est lorsque vous la confrontez avec les différentes personnes, dans des cas concrets, dans des cas avec des gens qui n'ont pas participé à la norme, c'est comme une relecture, en fait, quelque part. La personne n'est pas formatée. Quand vous êtes formaté, vous avez tendance à oublier certaines choses. Le fait de pouvoir refaire une modification et d'apporter, là, la révision de la norme 1759 est en pleine révision en ce moment. Ça permet de clarifier des choses. Ça permet, quand il y avait des ambiguïtés sur le document, alors quand vous discutez avec quelqu'un qui a rédigé la norme, il vous dit que c'est évident, mais quand vous êtes extérieur, vous n'avez pas cette évidence-là. Donc il y a des choses qui font qu'on va clarifier la norme pour éviter toute ambiguïté. Le pire dans l'histoire d'une norme, c'est l'ambiguïté. Quand il y a ambiguïté, il y a interprétation, et après ça va dans des discours sans fin, où alors soit ça va dans le bon sens pour vous, ou soit ça va dans le mauvais sens parce que vous allez vous mettre en danger, et ainsi de suite. Donc il y a des choses qui ont été faites par rapport à la 1759. Par rapport à la 16 qui est aussi en révision, ça permet, on a pu clarifier des choses euh, par rapport qui est un peu franco-français. Euh, En fait, sur une cabine de peinture, il existe deux différents types de ventilation, soit une ventilation totale, soit avec un subjectile, c'est-à-dire qu'on prend en compte un subjectile s'il est remarquable. Quand je dis remarquable, c'est-à-dire il représente une certaine surface et il est tellement répétitif, c'est-à-dire que c'est toujours la même pièce, qu'on peut le prendre en compte dans la définition de la ventilation. Et il y a aussi les ventilations zonées, qui est un peu une conception française, parce que dans les pays européens, on constate qu'ils ne sont pas très fans de ça, ou s'ils le font, c'est pour nous en France. Euh, et après, il y a des contraintes aussi, c'est que euh, euh, chaque pays a des réglementations, et bon, la France est assez, euh, assez pas stricte, mais assez avancée sur le sujet au niveau protection de l'opérateur. Donc, on se retrouve pas à défendre, mais à rappeler que bah, une cabine, il y a des risques humains et qu'il faut bien les protéger. Donc, ça a été des sujets où là, c'est plutôt les personnes de l'INRS qui sont plus porteurs dans ce sujet-là. Euh, mais c'est des choses qu'on a pu défendre, mais qui sont justifiées. Bon, après, ça reste mon point de vue. Et après, il y a des normes qui sont dites sur le marché français, qui ne sont pas des normes harmonisées, parce qu'elles sont purement franco-françaises. Alors, elles sont applicables, hein, évidemment. On peut les suivre. Elles sont faites sur la même construction qu'une norme harmonisée, mais elle n'a pas le statut harmonisé. Comme vous avez pu comprendre, c'est que, en fait, pour être harmonisé, il faut que ça se passe à un niveau supérieur, il faut que ça devienne européen et qu'elle passe par plusieurs commissions. Donc là, c'est des normes qui existent et qui sont intéressantes parce que c'est des normes qui n'existent pas à l'étranger. Alors, vous allez me dire, ils ont de la chance, les autres. Bah, pas tant que ça, parce que on voit que c'est un peu le bazar et on fait un peu ce qu'on veut. Et des fois, les personnes se retrouvent en danger et ainsi de suite. Donc, alors quand je dis en danger, euh, pas toujours de mort, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, mais ça permet de cadrer les choses et surtout, lorsque vous êtes en discussion par rapport à un conflit, quand je dis conflit, à un sujet où on désaccord par rapport à une protection, par rapport au code du travail, ainsi de suite, parce que là, il y a cette obligation-là de respecter le code du travail, en tout cas en France. Euh, si vous ne respectez pas ça, vous allez retrouver. Alors, il y en a un qui va vous dire, ouais, mais je suis responsable, je respecte une norme. Mais si la norme est mal faite, parce que ça arrive de temps en temps, là, vous pouvez retrouver. Là, ces normes-là, elles sont vraiment bien parce elles respectent, elles suivent bien le cadre français, la législation française. Bon,
Ces normes-là, on va essayer de les faire monter à un niveau supérieur. Bon, après, est-ce qu'elles sont maintenues en état, ainsi de suite, ça va être le grand sujet parce que bah, c'est un travail de fond avec des discussions avec des experts par la suite. Euh, on peut passer à la suivante, s'il te plaît. Donc, bah, en fait, c'est pourquoi participer? C'est un travail de fond parce que il faut participer aux normes. Alors ça, c'est très intéressant. Alors, ça prend du temps, on est d'accord, mais il y a quelques atouts malgré tout. Parce que quand vous participez à ces fameuses commissions, alors c'est soit des commissions en présentiel, il n'y en a pas toujours, il y en a quelques-unes, mais la plupart du temps se fait en web, en vision, qui évite de se déplacer très longtemps et d'immobiliser toute une journée, voire 2, 3 jours. Donc ça permet de faire, c'est du groupe de travail, donc ça fonctionne assez bien comme système. Chacun a son mot à dire en fait. Et en fait, la compétence des gens, c'est pas qu'il n'est pas important parce qu'elle l'est, mais il n'est pas nécessaire de maîtriser tous les sujets. C'est-à-dire qu'on a des experts qui sont des experts chimistes, on a des experts, des utilisateurs, des exploitants. On a les exploitants un peu moins, mais c'est ça qui est un peu dommage, mais on a des fabricants et ainsi de suite. Donc chacun apporte une pierre à l'édifice. C'est comme une structure. Et plus la structure elle est faite de sources différentes, plus vous êtes stable. Donc en fait, ben, pourquoi le fait de travailler en normalisation est intéressante, en fait, c'est que quand vous allez participer aux commissions, vous allez discuter avec des gens de différentes sources, des fabricants étrangers, avec des visions différentes, parce que on ne peut pas avoir une vision unique. Ça vous permet aussi d'échanger avec des gens, des porteurs comme l'INRS, le CARSAT, des gens, des personnes comme ça, qui ont une vision différente, protection. Donc, vous avez une symbiose qui se fait. Et quand vous êtes en cours de conception d'un projet, d'une cabine, d'un développement de produit, bah, ça vous permet de voir est-ce que le développement que vous faites, est-ce qu'il est en adéquation avec la directive machine? Parce qu'on est toujours calé par rapport à ça et la protection des opérateurs, ainsi de suite. Donc, ça vous permet de se caler. Et si vous prenez une voie et que vous dites, est-ce que je prends la bonne voie? Alors, soit vous restez parce que c'est confidentiel ou parce que c'est difficile d'échanger avec deux constructeurs parce que c'est des concurrents. Là, l'avantage, c'est que là, vous êtes en disant, là, vous pouvez discuter clairement avec les autres gens. Tout le monde est au même niveau. Il n'y a pas, pas de rapport de force particulier, c'est tout le monde a des choses à dire, alors, pas toujours d'accord, mais donc ça permet de se consolider. Alors pas de dévoiler des secrets parce que évidemment on n'a pas cette possibilité-là et il y a une charte qui est inscrite quand vous êtes membre d'une commission, les informations qu'on récolte ou qui peuvent être échangées ne peuvent pas servir à titre personnel, commercial, ainsi de suite. Donc ça c'est pas envisageable, mais le fait d'échanger. Alors après, quand c'est confidentiel, ça reste confidentiel. Mais donc, c'est permettre de faire ces genres de choses, donc de faire un coup par rapport à l'avenir. Et puis, euh, quand on n'est pas expert, donc fabricant par exemple, parce qu'on dit qu'on n'est pas expert, mais on sera expert, mais un utilisateur, ce qui peut être intéressant, c'est de dire, mais attends, monsieur, vous êtes gentil, mais vous imaginez pas le boulot que c'est quand on utilise la machine. En fait, il y a des gens autour de la table qui sont des experts, des chercheurs, qui n'ont pas toujours la vision de la réalisation, de la réalité. Quand je dis réalité, ça ne veut pas dire que la réalité est mieux que le chercheur, ainsi de suite. C'est pas le débat. L'idée, c'est d'avoir comment ça se passe réellement dans la vie et de dire, on est peut-être le curseur trop haut ou trop bas, en fait. Ça peut être ça. Ça peut être dans les deux sens. Et puis, un avantage qui n'est pas négligeable, moi, je suis le premier exemple, mais quand un acheteur, il se dit, il veut acheter une machine, est-ce que vous connaissez bien la norme? Parce que moi, je vais acheter une machine aux normes. Ben, on est capable de dire oui quand vous participez à des commissions. Alors, vous ne maîtrisez peut-être pas tous les sujets, mais vous êtes suffisamment en connaissance des évolutions, des choses à venir, ainsi de suite. Donc, c'est un atout non négligeable. Euh, et donc, ça, c'est ce qui est intéressant pour participer. Donc, ça reste ma vision, mais je pense qu'elle est assez. Elle doit être. Bon, on pourra échanger sur le sujet. Euh, Ce qui est intéressant de faire une machine qui est conforme, alors on se dit, ouais, une machine, c'est que des contraintes. Bah, oui, c'est peut-être des contraintes, mais c'est pas que des contraintes. C'est une machine, quand elle est faite en conformité, c'est une machine qui reste fiable et
qui est facile à entretenir. C'est-à-dire que normalement, la norme prévoit ce genre de choses. C'est-à-dire que il faut pouvoir accéder aux organes pour faire la maintenance correctement, il faut pouvoir faire des choses. Donc, si la conception de la machine est faite sous ces règles-là, alors vous allez me dire, c'est évident. Oui, mais pas pour tout le monde, je peux vous le dire. Donc, le sujet, c'est de respecter ça, vous permettre de faire une machine qui tombe moins en panne parce que vous pouvez la faire plus facilement, la réparer s'il y a besoin, ou ainsi de suite. Donc, c'est une gain de productivité. Une machine qui consomme à une norme, c'est aussi une norme qui est conforme et qui est sécurisante, et qui va être imaginée dans ce sens-là. Il n'y aura pas de risque de chute, il n'y aura pas de risque d'un mauvais fonctionnement ou ainsi de suite. C'est vraiment pour éviter tout incident. C'est-à-dire que vous allez caractériser, ainsi de suite. Alors c'est sûr, moi je fais attention quand j'utilise ma machine, ok. Et puis quand ça arrive l'accident, bah, tout le monde pleure. S'il arrive simplement d'un carter. Bon, c'est ce genre de choses qu'il faut mettre en place. Donc voilà, la norme, ce n'est pas que des contraintes, c'est aussi de faire quelque chose pour protéger les opérateurs. Bon, ça c'est la première chose, et de faire des choses pour faire maintenir l'équipement le plus longtemps possible, le plus long possible, et qu'il soit le plus fiable possible. C'est vraiment ça aussi les objectifs, même si c'est des normes de sécurité. Euh, Voilà, c'est pas un sujet que je devais traiter, mais non, non, je le maîtrise pas super bien, donc je vais être un petit peu pas flou, mais je préfère me mettre en encart. En fait, il faut savoir, c'est que la nouvelle directive machine va arriver en 2027. Alors vous allez me dire, c'est loin, c'est dans minimum 2 ans. Mais tout se prépare. C'est-à-dire que en ce moment, toutes les normes sont en cours de révision. Là. Tout le monde travaille ardemment. Le processus n'est pas simple parce que ça passe d'abord par des groupes de travail euh, européens en général. Et après, ça passe par des vérifications, des traductions, et ainsi de suite, parce qu'il va falloir des vérifications. Donc, c'est un processus qui est assez long. Mais l'idée, c'est que toutes les révisions, toutes les normes sont, une bonne partie des normes européennes sont en cours de révision pour pouvoir respecter ces directives machines. Bon, il faut être en lien avec la directive machine, évidemment, parce qu'autrement, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et puis, grosso modo, les évolutions ne sont pas très notoires, mais euh, il y a, je dirais, j'ai noté en quelques points là, les évolutions un peu remarquables. Il y a la notion de clarifier un petit peu mieux les notices, parce que c'est ce qui manque, c'est un constat général. Il y a la notion d'ergonomie qui commence à rentrer en jeu, donc elle reste pas une obligation, mais même si ça devrait l'être, mais plutôt des orientations pour améliorer les choses. Sur la gestion de la durée de vie, c'est-à-dire que c'est fini de fabriquer des cabines. Alors, c'est pas trop le cas, mais c'est dans l'esprit de- du côté, le côté de réutilisation de la machine ou de la destruction de la machine à la fin du cycle, ainsi de suite. C'est dans la gestion. Les nouveaux sujets qui arrivent dans la gestion des composants numériques avec les logiciels, les IA, et la cybersécurité. C'est-à-dire que euh, le constat est d'améliorer ces choses-là. Donc, les impacts pour les constructeurs sera certainement euh, pas énorme globalement, parce que eux, ils sont assez aguerris, ou alors peut-être sur le côté sécurité. Donc là-dessus, il y aura peut-être des sujets à clarifier. Là, je ne suis pas assez expert pour pouvoir vous aider à répondre aux questions. Mais donc, euh, dès que, bah, comme a dit Judith précédemment, les normes seront révisées et seront mis dans le journal officiel, entre guillemets, européen, et elles donneront présomption. Donc, quand on dit présomption de conformité, c'est-à-dire que, pour bien comprendre la définition de présomption, c'est-à-dire que si on suit à la lettre une norme, par exemple la 16985, qui est la norme sur les cabines de peinture, vous pouvez annoncer que la cabine est présomption de conformité à la directive machine. C'est-à-dire on pourrait le dire en d'autres termes, qu'elle est conforme à la directive machine. Mais bon, c'est le terme euh, protocolaire, on va dire, c'est présomption de conformité. Voilà. C'est tout ce que je pouvais vous raconter de mon côté. À toi, Julie, si tu veux prendre la suite. Merci Philippe pour toutes ces informations. Avant de passer aux éventuelles questions, je vais vous présenter rapidement certains outils qui sont mis à votre disposition pour vous permettre de suivre les travaux de normalisation.
nous avons le site Normes Info. Il vous permet de vous informer sur les thématiques de votre choix. Si vous avez des normes précises que vous recherchez, vous saisissez juste la référence là. Pardon. Vous saisissez la référence dans ce champ et vous pouvez faire votre recherche par mots-clés, sujet ou normes. Ensuite, nous avons cette page Normes Info également qui vous permet de participer aux enquêtes publiques. L'enquête publique, qu'est-ce que c'est? Quand une norme elle est en développement, elle est le développe- quand une norme est en développement, elle doit franchir deux étapes. La première, c'est l'enquête publique en France. En Europe, on parle d'enquête saine et à l'international, on parle de vote DIS. L'enquête publique, c'est l'étape pendant laquelle le public est appelé à commenter un projet de norme. Que vous soyez membre de la commission de normalisation française ou pas, et si vous avez des avis sur la norme, vous pouvez apporter vos commentaires. Le petit, ce bouton-là vous permet d'être informé de l'actualité de la norme. Et quand la norme elle est en enquête publique, actuellement dans la commission UNM 66, il n'y a pas de norme soumise en enquête publique. Donc, je suis partie d'une fiche de la commission UNM 45. Donc, vous avez, qui porte sur la sécurité des machines. Donc, quand une norme est en enquête publique, elle s'affiche là. Et vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton et de partager vos commentaires le cas échéant. Quand vous cliquez sur la page précédente, là, avec cet onglet, vous pouvez soumettre vos commentaires. Une fois vos commentaires soumis, à la fin du vote, ils sont rassemblés dans un tableau. La position française, elle est déterminée dans ce tableau avec par des suites que le secrétariat UNM et bien sûr l'auteur des commentaires ont déterminé. Ensuite, ces commentaires pardon, seront soumis au vote à l'Europe ou à l'international comme position de la France. Si à l'issue du dépouillement des commentaires, nous n'avons pas pu déterminer des positions, la Commission française organise une réunion qu'on appelle réunion de dépouillement des commentaires et les auteurs des commentaires sont invités à participer à ces réunions-là pour défendre et faire mieux comprendre leurs commentaires aux experts qui iront les présenter au groupe de travail européen ou ISO. Vous avez également la page, le site internet pardon, de l'UNM et également la page YouTube de l'UNM sur laquelle vous avez des témoignages d'industriels engagés en normalisation. Et sur le site de l'UNM, vous avez toutes les informations sur les différentes commissions, les sujets inscrits et également quelques interviews. En conclusion, je peux dire aujourd'hui que participer à la normalisation, c'est faire valoir ses spécificités, ses matières et faire entendre sa voix. Vous êtes invité à rejoindre les acteurs déjà impliqués et cela permettra de contribuer à renforcer la position de la France à l'Europe et à l'international. Je vous remercie. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans le chat. A priori, Julie, on n'a pas de questions de Non, la part de nos participants. oui. Bon, alors, il y a deux questions, soit on est super clair, donc ça m'arrangerait bien. Et, euh, et puis après, il y en a peut-être pas parce que ça mérite pas de questions. Donc, de toute façon, si malgré tout vous avez des questions par la suite, parce que je pense que le document sera disponible, n'hésitez pas à revenir. Euh, N'hésitez pas à revenir vers nous, vers Julie. Elle peut apporter des réponses. Donc, ceux qui sont participés. Alors moi, je parle en tant que président de la commission. Donc moi, je suis très intéressé par les participants. Alors, il y a plein de sujets, donc c'est intéressant, c'est enrichissant. On discute avec plein de gens, c'est vraiment bien. Donc
Je sais que dans le chat, là, je vois certains noms que je connais déjà, qui participent déjà. Donc ça, moi, j'en suis très content. Des fois, je suis pas d'accord avec eux, mais c'est pas très grave. Voilà, l'idée, c'est de travailler il faut qu'on arrive à travailler en collaboration. Et, euh, et des fois, on se laisse convaincre, et puis des fois, on fait convaincre les gens. Donc c'est ça qui est bien. Donc, si ceux qui veulent participer et revenir dans la commission, vous serez très bien, le bienvenu en tout cas, le bienvenu, toujours. Et puis si c'est pas tout le temps, ben c'est pas tout le temps. C'est-à-dire que on voit, il y a des commissions françaises. Alors les commissions étrangères sont en anglais, malheureusement. Alors les Allemands, les Italiens parlent l'anglais, pas toujours bien, mais même nous les Français, on parle pas toujours bien, donc on débrouille. Tout le monde arrive à dire ce qu'il a à dire, et puis les gens prennent le temps d'écouter. Mais en commission française, on parle français. Et puis, si vous pouvez participer et ne pas être présent à chaque réunion, c'est pas très grave. Il y en a pas tant que ça. Pour l'instant, on est plutôt pas actif, mais ça va certainement revenir. Donc, n'hésitez pas à vouloir participer, même si c'est que de temps en temps. Et je préfère avoir quelqu'un qui vient de temps en temps et qui donne son avis et qui fait avancer les choses. C'est pas la peine de rester dans son coin marmonner parce que ça apporte pas grand-chose. Voilà. Merci à vous de votre écoute en tout cas. Merci à toi, Philippe, et je dis merci à tous les participants à cette session. Je vous remercie encore et je vous souhaite une bonne journée. Au Bonne journée à revoir. tous. Au revoir.